vous êtes déjà demandé comment vous allez mourir? Bizarre l'intro là, non? C'est vrai que dit comme ça, c'est un peu étrange, mais vous allez comprendre. On passe notre vie à planifier les choses. Nos études, nos vacances, notre carrière et même notre retraite. On planifie tout. Sauf un détail, et pas les moindres, notre mort. Comment ça va se passer à la fin? J'y ai pas mal réfléchi. S'il m'arrive quelque chose, si je tombe malade par exemple, est-ce que j'aurai encore le choix de ma fin? Serais-je encore capable de prendre une telle décision? La première fois que je me suis sincèrement posé cette question, j'étais adolescent. C'était en septembre 2003. Pour les Français qui nous regardent, je pense que vous avez déjà certainement entendu cette histoire. À ce moment-là, toutes les chaînes d'actualité françaises n'avaient plus qu'un seul sujet en boucle. Marie Imbert, l'histoire de votre fils Vincent a défrayé malheureusement la chronique depuis quelques mois. Elle était l'une des figures de la lutte pour le droit à mourir dans la dignité, Marie Imbert. L'appel de Vincent Imbert a ému toute la France. Ce jeune accidenté de la route veut que l'on mette fin à ses jours. Vincent Imbert. Je le savais, je l'avais préparé, comme j'avais préparé le départ de Vincent. Je m'étais préparée à aller en prison. Une mère allait être jugée pour avoir offert le droit de mourir à son fils. Son nom, Marie Imbert. Son fils, Vincent Imbert. Cet ancien pompier a tout perdu dans un accident de la route. Il était devenu paraplégique, aveugle et muet. Cela faisait des années que Vincent cherchait une issue. Des années qu'il suppliait l'État d'accorder à son médecin un droit simple, mais immense, celui de lui donner les médicaments nécessaires pour partir dignement. Vincent avait même écrit un livre. Et quand on connaît sa manière de communiquer à l'époque, une pression du pouce pour chaque lettre, chaque mot, chaque pensée, on réalise que ça a dû être terriblement long, juste pour faire comprendre au monde l'enfer qu'il vivait. Mais la loi est restée sourde. Alors, un jour de septembre 2003, sa mère, Marie, a décidé de briser l'interdiction. Elle a rempli la perfusion de son fils avec des barbituriques. Dans la foulée, son médecin a débranché le respirateur. Ils ont agi, ils ont libéré Vincent et ils ont assumé les poursuites judiciaires qui ont suivi. Vous êtes-vous mise en examen pour lui avoir administré, donc à sa demande, une demande maintes fois répétée, des barbituriques qui l'ont plongé dans un coma profond. C'est un délit qui est passible de 5 ans d'emprisonnement. On peut juger le geste. On peut parler de morale. Mais la vérité, c'est qu'en refusant cette ultime demande, l'État français a poussé cette mère à l'irréparable. Parce que c'était quoi l'alternative? Regarder son fils souffrir chaque jour, prisonnier de son propre corps? Ce jour-là, on a compris que le silence de la loi crée des tragédies clandestines. Et puis, il y a peu, je vois ce reportage d'Envoyé spécial qui a ravivé mon intérêt sur le sujet. On découvre Odette, une dame québécoise souriante, rayonnante, avec beaucoup d'humour et de recul. Elle nous raconte comment elle a planifié la fin de sa vie car elle ne veut plus lutter face à son cancer en phase terminale. Mais ma décision est réfléchie, c'est pas un coup de tête, c'est pas... J'ai vraiment été au bout de ce que je pouvais faire, puis de ce que la science pouvait me donner. Le lien est en description, je vous invite à la découvrir si ce n'est pas déjà le cas. Ce reportage m'a fait monter beaucoup de questions. En cherchant à voir comment se déroulait l'accompagnement de fin de vie au Québec et en France, je me suis rendu compte que je n'avais pas pris conscience de tout ce qui impliquait le fait de pouvoir décider de son sort aujourd'hui. Des douleurs et des luttes passées qui ont poussé petit à petit les pays à légiférer sur le sujet. À la suite de mes recherches, j'ai voulu partager avec vous mes découvertes et mes réflexions. Aujourd'hui, en 2026, la question n'est plus de savoir si nous devons changer les choses, mais jusqu'où nous sommes prêts à aller. Le sujet peut sembler pesant au premier coup d'œil. Mais, en réalité, n'est-ce pas l'une des étapes les plus importantes de la vie, sa conclusion? Et petit disclaimer, on a tous eu un proche qui est parti trop tôt des suites de maladies ou de choix personnels. Mon but ici n'est pas de rouvrir des blessures, mais de regarder la réalité en face avec respect. Si ce sujet est trop sensible pour vous aujourd'hui, prenez soin de vous et regardez une autre de nos vidéos plus détentes. On en a aussi. Pour les autres,
On va tenter de comprendre ensemble comment on en est arrivé là, en analysant les modèles de 4 pays dont certains ont marqué l'histoire et en confrontant les chiffres aux clichés qui hantent encore nos débats. On va poser la question que personne n'ose vraiment formuler. Jusqu'où nous appartient vraiment notre dernier souffle? Bienvenue sur RTVA. Tu sais, quand on dort, on n'a pas mal nulle part, on n'est pas triste, on est juste bien. Fait que pour l'instant, moi, je visualise ça comme ça. Si j'ai une surprise après, tant mieux. S'il n'y en a pas, ben, je vais dormir. En France, on se heurte à un héritage complexe. Pourquoi cette frilosité? Pourquoi la France bloque-t-elle là où ses voisins avancent? Pour comprendre, il faut regarder sous le vernis de la laïcité. Elle est laïque depuis 1905, c'est vrai. Mais l'héritage judéo-chrétien reste profond. Ce socle moral, omniprésent dans nos débats, pèse de tout son poids dès qu'on touche à la mort. Dans l'inconscient collectif français, la vie est sacrée. Et le médecin est celui qui soigne, jamais celui qui abrège. Jusqu'à très récemment, on préférait laisser la biologie faire son œuvre. Même si cela signifiait des jours d'agonie sous sédatifs plutôt que de franchir la limite du passage à l'acte. C'est ce mur idéologique qui a créé nos tragédies nationales. Car avant 2002, c'est le silence. Le médecin décide de tout. Tu n'as pas ton mot à dire. Si le médecin veut te maintenir en vie coûte que coûte, il le fait. C'est l'époque du pouvoir médical absolu. En 2002, la loi Kouchner est votée. On arrête de s'acharner. C'est la première fois qu'on dit « le patient a le droit de refuser un traitement ». Si tu décides d'arrêter ta chimio ou tes soins, le médecin doit t'écouter. Même si cela veut dire que tu vas partir. Ensuite, 2003. C'est le choc Vincent Ambert. On se rend compte que la loi n'a pas de réponse pour ce type de cas. Alors, en 2005, la loi Leonetti est votée. On arrête de s'acharner. On interdit officiellement l'acharnement thérapeutique. On accepte enfin de laisser partir naturellement en débranchant les machines plutôt que de prolonger l'agonie. Puis, en 2008, nouvel accident de la route qui va de nouveau faire remonter les trous juridiques. Un autre Vincent, Lambert celui-ci, un infirmier en psychiatrie, finit dans un coma végétatif suite à un traumatisme crânien. Après plusieurs années, aucune amélioration n'est constatée. Sa femme et 7 membres de sa famille demandent l'arrêt des soins. Ils veulent débrancher les sondes qui le nourrissent et l'hydratent. Mais ses parents, fervents catholiques pro-vie, refusent ce choix et vont tout faire pour forcer la continuation des soins. Il n'est pas en fin de vie, mais en état végétatif. Sa vie est jugée sans issue par les uns et sacrée par les autres. De là va commencer une bataille judiciaire de 6 ans entre les deux camps. Toutes les institutions vont être sollicitées pour décider du sort de cet homme. Un jour, c'est bon, on arrête les soins. L'autre, c'est non, on reprend. Jusqu'à ce qu'en 2019, on accorde enfin à sa femme et ses proches le droit d'arrêter les soins et de le laisser partir. La raison ? Il aurait fait savoir au cours de sa vie à plusieurs personnes qu'il n'aimerait pas finir comme ça. En 2016, la loi Claeys-Leonetti apporte la sédation profonde. On franchit une étape, le droit de ne pas souffrir en attendant la mort. On autorise le médecin à t'endormir complètement et définitivement jusqu'à ce que ton cœur s'arrête, si ta fin de vie est proche. Vincent Lambert profitera de ce traitement final jusqu'à son départ. Et depuis 2024, un nouveau projet de loi a fait sa place pour être normalement appliqué en 2026. La France ne parle plus d'endormissement profond, mais d'aide médicale à mourir. Ça y est, on utilise les termes. Enfin, pour éviter le terme qui fait peur, le mot euthanasie, le projet de loi parle plus de l'AMM, comme un acte de fraternité. Oui, je vais dire AMM maintenant pour aide médicale à mourir, car je vais souvent le répéter. Le patient est autorisé à s'administrer lui-même une substance létale que lui remet le médecin. Exception faite, si le patient ne peut physiquement pas le faire lui-même, une aide médicale est acceptée. Mais, sur le terrain, la réalité est tout autre. La loi est votée, mais les protocoles peinent à se mettre en place dans les hôpitaux.
le personnel médical peut appliquer une clause de conscience qui autorise le droit de refuser de pratiquer l'acte, ce qui crée des déserts géographiques pour l'accès à cette aide-là. En plus, il y a beaucoup de recours juridiques de certaines associations. Donc, le plus souvent, c'est toujours la sédation qui est préférée. Du côté du Québec, l'AMM a pu être expérimentée plus tôt et a donc un retour plus long sur les conséquences de cette décision. Pendant plus d'un siècle, le code criminel canadien reste ferme. Aider quelqu'un à en finir avec la vie est un crime grave. Et même lorsqu'en 1993, Sue Rodriguez, une femme atteinte de la maladie de Charcot, demande à la Cour suprême le droit de partir dignement. Pour ceux qui se le demandent, la maladie de Charcot est une pathologie dégénérative qui paralyse progressivement tous les muscles jusqu'aux poumons, emprisonnant la personne dans son propre corps. Ce qui entraîne douleurs musculaires, articulaires, escarres, douleurs de compression, asphyxie progressive, etc. Le verdict du tribunal, c'est non. Les juges de l'époque lui font comprendre que la protection de la vie est plus importante que son autonomie ou sa souffrance. Ce refus est à leurs yeux le prix à payer pour maintenir l'ordre social. Et, alors que la France débattait encore de laisser mourir, le Québec, lui, décidait qu'il allait changer les manières de penser et donner le cap pour le pays. Ainsi, en 2014, il ouvre la voie. Au Canada, le pouvoir est partagé. Il y a le gouvernement fédéral d'un côté et les provinces de l'autre. Certains sujets sont traités et légiférés par le fédéral, quand d'autres sont gérés par le gouvernement de la province ou du territoire. C'est pas si compliqué, vous allez comprendre. Tout part d'une commission soutenue par tous les bords politiques québécois, intitulée « Mourir dans la dignité » de 2010 à 2012. C'est là que le Québec pose un geste de génie juridique. Il décide que l'AMM n'est pas une question de droit criminel qui appartient au fédéral, mais un soin de fin de vie. Vous voyez l'astuce ? La justice, c'est le Canada, mais la santé, c'est la province. Le Québec explique donc qu'aider quelqu'un à partir, c'est un acte médical comme un autre. Un traitement ultime. Résultat, si un patient est en phase terminale, le médecin peut désormais l'accompagner jusqu'au bout, simplement parce que c'est considéré comme de la santé. Et là, tout s'enchaîne. En 2015, 2 femmes atteintes de maladies incurables, Kay Carter et Gloria Taylor, en Colombie-Britannique, poursuivent le gouvernement fédéral, affirmant que le code criminel qui leur interdit le fait de partir de leur propre volonté viole leurs droits fondamentaux. Plus précisément, l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. En effet, cet article garantit le droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de la personne. La Cour suprême leur donne raison et impose au gouvernement fédéral de changer la loi dans un délai d'1 an. Voilà, c'est réglé. Pas 47 ans de débat pour savoir qui est pour, qui est contre. Les juges ont tranché. Ils ont dit « Peu importe votre religion ou votre morale, la Constitution dit que forcer quelqu'un à souffrir est illégal. » En 2016, quand le Canada a dû créer la loi C-14, il ne s'est pas lancé dans l'inconnu. Il a regardé ce qui se faisait déjà chez son voisin québécois depuis 2 ans. Ottawa a pris le modèle médical du Québec et l'a appliqué à l'ensemble des provinces canadiennes. La loi C-14 devient la première législation à autoriser l'AMM. Mais ce n'est pas encore suffisant, car en 2012, Jean Truchon, un homme né avec une paralysie cérébrale sévère qui a toujours pu mener une vie active et autonome, voit son état s'aggraver. On lui diagnostique une sténose spinale, un rétrécissement du canal rachidien qui comprime la moelle épinière ou les nerfs. En 2017, son état devient insupportable. Il perd l'usage du seul bras qu'il peut encore utiliser. Il ne peut plus rien faire seul, ni se laver, ni manger, ni se changer. Il décrit sa vie comme une torture constante. Sauf que quand il demande l'AMM, les médecins lui disent non. La raison ? Monsieur, vous n'êtes pas encore en fin de vie. En gros, son cœur est solide, donc il pourra encore tenir des années comme ça. Il monte donc au tribunal avec une autre patiente, Nicole Gladu. Et là, les juges font sauter le verrou. Pour eux, forcer quelqu'un à subir ça juste parce qu'il n'est pas assez proche de la mort, c'est une violation de ses droits fondamentaux.
Résultat, en 2021, la loi C7 passe. On ouvre enfin l'aide à mourir à ceux qui ont une maladie incurable et des souffrances insupportables, même si la fin n'est pas pour demain. Et pour votre curiosité, c'est là où en sont actuellement la Colombie et l'Équateur. Mais, en 2024, le Québec refait un bond en avant avec la loi 11. Il accomplit ce que presque aucun pays n'ose faire, dont le reste du Canada. La demande anticipée. Et oui, tant qu'elle a toute sa tête, la personne qui a reçu le diagnostic d'Alzheimer, par exemple, a le droit de donner son consentement substitué. Elle va préalablement définir les critères qui autoriseront dans le futur le médecin à pratiquer ce dernier soin envers elle. Elle y décrit précisément les souffrances ou les pertes de dignité qui déclencheront l'acte. Par exemple, lorsqu'elle ne reconnaîtra plus ses enfants, ou qu'elle ne pourra plus s'alimenter seule. Quand le médecin constatera que ces critères sont atteints, il pourra alors appliquer ce soin, même si le patient n'est plus apte à donner un consentement éclairé à ce moment-là. Ces directives anticipées sont aussi présentes dans certaines villes en Chine et en Corée du Sud, même si elles sont mal vues. Ça reste très léger, dans le sens où c'est simplement le patient qui peut demander en avance l'arrêt des traitements futurs. Et depuis 2024 jusqu'à aujourd'hui, il y a un grand débat sur la santé mentale au Canada qui réfléchit à ouvrir ce droit de choisir la fin de vie aux personnes dont la seule maladie pourrait être mentale. Pour les personnes qui souffrent de dépression sévère par exemple, le gouvernement a reporté cette décision au 17 mars 2027. Donc, restez à l'affût. Mais ce ne serait pas le premier pays à l'autoriser. Vous trouviez peut-être la France un peu lente et le Canada assez réactif sur ces sujets. Il y a un autre pays qui agit bien plus tôt qu'eux, mais pas pour les mêmes raisons. Plus de 70 ans avant tout le monde, en 1942, l'article 115 du Code pénal suisse dépénalise le fait de partir de sa propre volonté et de commettre un geste assisté. Une seule condition est requise, que ce ne soit pas motivé par un mobile égoïste comme pousser quelqu'un à partir pour annuler une dette, par exemple. À l'origine, la loi n'est pas vraiment faite pour les malades. Elle veut juste régler une question de justice commune autour d'un sujet compliqué. Partir par soi-même. Mais elle permet d'ouvrir la porte sur le sujet. Ainsi, aider une personne souhaitant s'arrêter là par pur altruisme n'est donc plus un crime. À partir de là, de 1982 à 1998, naissent des associations pour encadrer la pratique. Ce ne sont pas les hôpitaux qui gèrent les fins de vie, mais des organisations militantes. La Suisse devient donc un pays où les gens peuvent venir mourir. Particulier comme tourisme, mais bon. En 2006, la Cour suprême confirme que les personnes souffrant de troubles psychiques graves peuvent aussi avoir accès au départ assisté sous conditions strictes. Leur discernement doit être intact. Je vous rappelle qu'à la même époque, en France, on vient tout juste de dire stop à l'acharnement thérapeutique, et au Canada, c'est toujours considéré comme un crime grave. Et puis, en 2022, certains cantons comme Genève ou Valais obligent désormais les hôpitaux publics et les maisons de retraite à accepter que les associations d'aide au départ interviennent dans leurs établissements. Je vais ajouter un dernier pays qui me semble intéressant d'aborder pour observer pleinement l'évolution du droit à mourir. Dans sa réflexion sur l'aide à mourir, la Belgique a certainement fait preuve d'audace médicale. Pour ce pays, c'est clair. Le mot est utilisé. L'euthanasie est la suite logique des soins palliatifs. En 2002, juste après les Pays-Bas la même année, la Belgique légalise l'euthanasie et pose des conditions. Le patient doit être majeur, conscient et sa souffrance, qu'elle soit physique ou psychique, doit être inapaisable. En 2014, elle autorise l'euthanasie pour les mineurs. C'est une première mondiale, car on était là sur un tabou absolu. Mais la Belgique juge que la souffrance n'attend pas le nombre des années. Elle est la même pour tous. Elle supprime donc la condition de l'âge à condition toujours que le mineur soit en phase terminale, qu'il souffre atrocement et que les psychiatres reconnaissent sa capacité de discernement. Les parents doivent également donner leur accord. Aujourd'hui, l'acte d'euthanasie est considéré comme le soin ultime totalement intégré au parcours de fin de vie. Alors, il y a quelque chose que je ne vous ai pas dit plus tôt. Malgré l'interdiction des lois, comme pour le cas Vincent Humbert, les médecins,
selon leur conscience, la demande de leurs patients, l'accord des familles, ont toujours plus ou moins pratiqué ces gestes d'aide de fin de vie. Ça restait secret et ils risquaient gros si c'était découvert. Ils pouvaient finir en prison et être interdits de pratiquer. Mais c'étaient des humains, et certains ne pouvaient tout simplement pas rester stoïques devant la souffrance de leurs patients. Ils faisaient preuve de compassion. Ainsi, avec un choix comme l'autorisation pure et simple à l'euthanasie, on sort les médecins compatissants de la zone grise. Et on arrête l'hypocrisie collective. Je pourrais vous parler encore longtemps des autres pays qui ont fait avancer la réflexion sur l'aide à mourir. Comme les Pays-Bas, qui, n'ayant pas de réponse adéquate à un médecin ayant aidé sa mère à partir en 1973, ont décidé de lui donner une peine symbolique, mais qui a fait jurisprudence. En gros, si le médecin suit des règles strictes, alors la justice ferme les yeux. J'ai fait le choix de m'attarder sur la France, car c'est mon point de départ, celui que je connaissais le mieux sur le sujet. Le Québec, c'est le laboratoire qui fait des avancées. La Suisse, c'est un peu l'alien qui accueille un peu tous les Européens qui ne peuvent pas avoir recours à ces services dans leur propre pays. Comme les Anglais par exemple, qui fuient l'interdiction totale de chez eux. Et la Belgique, enfin, qui a mis la souffrance humaine en priorité, traitant l'aide à mourir comme un soin médical qui vient naturellement à la suite des soins palliatifs, en faisant sauter bien avant les autres les barrières de l'âge. Et pour les curieux qui souhaitent prendre la température européenne, voici une carte à jour. On le voit, chaque pays a sa propre boussole pour naviguer dans ce brouillard éthique. La France hésite, le Québec innove, la Suisse accueille et la Belgique assume. Mais au-delà de ces cartes et de ces lois, il reste une chose qui ne change pas, peu importe la frontière, la peur. C'est cette peur qui alimente les débats les plus violents. C'est elle qui fait dire que tout va déraper, que les médecins vont devenir des bourreaux ou que l'on va éliminer les plus faibles. Pourtant, quand on regarde les chiffres et la réalité du terrain, on s'aperçoit que la plupart de nos craintes sont basées sur des mythes. Alors, on va arrêter de parler de droit constitutionnel 2 minutes et on va ouvrir le capot et regarder ce qui se passe vraiment. Il est temps de briser les clichés et de confronter ces tabous qui, au final, ne font que ralentir la dignité humaine. On a tendance à croire qu'on demande l'AMM uniquement pour fuir des douleurs physiques atroces, le genre que même la morphine ne peut calmer. Je ne vais rien vous cacher. Le rapport annuel de Santé Canada 2024 montre que la souffrance physique est une réalité. 54,3% des patients citent un contrôle inadéquat de la douleur ou la peur de cette douleur comme un motif de leur demande. C'est un chiffre important, mais il est vite doublé par d'autres angoisses. Les données sont sans appel. La motivation reine, c'est la détresse existentielle. 90% des demandeurs invoquent la perte de la capacité à exercer des activités significatives. 85% la perte d'autonomie pour les gestes les plus simples. On ne demande pas à mourir uniquement parce qu'on a mal, mais parce qu'on ne peut plus être soi-même. C'était tout le sens du combat de l'écrivaine française Anne Berthe. Atteinte de la maladie de Charcot, elle expliquait n'avoir aucune peur de la douleur physique, mais une horreur absolue de la déchéance de son propre corps. C'est grâce à son témoignage que la France a pu voir différemment l'AMM. Elle a interpellé directement Emmanuel Macron, fraîchement élu en 2017, dans une lettre ouverte lui disant « Je vais devoir mourir en exil car vous n'êtes pas assez courageux pour changer la loi ». Elle crée un sentiment de honte nationale. Pour l'opinion publique, c'est le choc. Le pays des droits de l'homme est incapable d'offrir une fin digne à ses propres citoyens. Pour elle, l'AMM agissait comme un palliatif existentiel. On ne soigne plus les nerfs, on soigne l'angoisse d'un cerveau vif emprisonné dans un cadavre en sursis. Cela nous pose une question brutale. La dignité est-elle une question médicale que seul un médecin peut mesurer sur un écran, ou une donnée personnelle dont nous sommes les seuls juges ? Il existe un phénomène fascinant qu'on observe depuis plus de 25 ans en Oregon, l'un des pionniers mondiaux du sujet. Les rapports officiels de l'Oregon Health Authority révèlent une statistique constante. Chaque année, environ 1/3 des patients qui obtiennent leur prescription létale ne l'utilisent jamais. Ils meurent naturellement avec la fiole encore intacte sur leur table de chevet. Et pourquoi me diriez-vous ?
Parce que posséder la clé de la porte de sortie permet paradoxalement de rester plus longtemps dans la pièce. L'étude de l'Oregon montre que pour 92% des demandeurs, l'objectif est de reprendre le pouvoir sur la maladie. Une fois que la terreur de l'agonie est calmée par la possession du remède, l'urgence de mourir disparaît souvent. On n'a plus besoin de se dépêcher de mourir tant qu'on est encore lucide, de peur qu'il ne soit trop tard demain. Savoir qu'on a le choix rend les derniers jours vivables. C'est la preuve que l'AMM peut agir comme un médicament contre la peur, bien avant d'être un geste contre la vie. Il y a le choc des chiffres. Au Canada, l'aide médicale à mourir n'est plus une exception. C'est une réalité statistique massive. En 2024, on a atteint les 16 499 décès, soit environ 4,5% de l'ensemble des décès du pays. Dans certaines provinces comme le Québec, on frôle même les 7%. Pour les opposants, c'est la preuve d'une pente glissante, une porte ouverte qu'on ne sait plus refermer. Certains cas font froid dans le dos, comme celui d'Alan Nichols, euthanasié en 2019 alors que sa famille dénonçait une procédure bâclée pour une simple dépression. Ou celui de Sophia, son nom a été anonymisé, une femme de 51 ans atteinte d'hypersensibilité chimique. Elle ne supportait plus les produits chimiques ni la fumée. Sophia ne réclamait pas la mort. Elle voulait juste un logement avec de l'air filtré pour pouvoir respirer. Elle a fini par obtenir l'AMM, faute d'avoir obtenu un toit décent. C'est ici que le choix devient un mirage. Peut-on parler de liberté quand la seule alternative à la souffrance est une aide sociale qui n'arrive jamais ? Et puis, le tabou économique. C'est l'argument qui glace le sang. L'argent. Une étude du bureau du directeur parlementaire du budget au Canada a estimé que l'AMM permet d'économiser près de 87 millions de dollars par an. La question devient politique, presque cynique. Aide-t-on les gens à mourir parce qu'on ne sait plus les aider à vivre ? En France, le constat est cinglant. 21 départements, soit 20% du pays, n'ont toujours aucune unité de soins palliatifs. Donc, est-ce un choix libre si la seule alternative proposée est la solitude ou la douleur ? En vérité, la réalité est plus complexe. Si ces dérives doivent nous alerter, les statistiques globales apportent une autre vision sur le sujet. Le profil type n'est pas celui que l'on croit. Contrairement au cliché de l'élimination des pauvres, les rapports de Santé Canada montrent que les demandeurs sont majoritairement des personnes plus instruites et bénéficiant d'un meilleur accès aux soins que la moyenne. C'est une demande d'autonomie intellectuelle, pas de misère. Le cancer reste au centre du sujet. Dans 63% des cas en 2024, il s'agit de cancer en phase terminale. On est loin de l'euthanasie de confort. Il y a une barrière de sécurité. La réalité, c'est que le système médical filtre. En 2024, plus de 1300 demandes ont été jugées inadmissibles par les médecins canadiens. On ne donne pas la mort comme on prescrit une aspirine. Et l'effet soins palliatifs est en hausse. Paradoxalement, là où l'AMM est légale, les budgets des soins palliatifs ont augmenté. Pourquoi ? Parce que pour offrir l'aide à mourir de façon éthique, l'État est obligé de prouver qu'il a tout essayé pour soulager le patient avant. Au final, on passe notre vie à vouloir tout maîtriser, tout planifier. Et on l'a vu. L'aide à mourir, c'est peut-être juste l'ultime tentative de l'humain pour ne pas laisser la maladie décider à sa place. On peut s'inquiéter des chiffres au Canada ou de la lenteur en France. Mais le fond du sujet reste le même. C'est cette fameuse clé. Cette porte de sortie qui paradoxalement nous permet de rester un peu plus sereinement dans la pièce. Le vrai défi de 2026, ce n'est pas seulement de voter des lois. On doit s'assurer que personne ne choisisse de partir par dépit, parce qu'il se sent de trop ou parce que le système l'a abandonné. La mort ne doit pas être une solution par défaut, parce qu'au-delà des débats, il y a des visages. Comme celui d'Odette, cette dame québécoise dont je vous ai parlé au début. Elle a eu cette phrase magnifique avant de partir. Ma décision est prise, je suis sereine, puis ça va se faire. Sauf que présentement, il reste que 2 jours. Fait que c'est vite passé 2 jours. Alors, j'essaie de tout prendre ce que je peux prendre. Ouais, on a tout fait là, pour être ensemble, pour partager des bons moments, du temps. On a loué des chalets. On a vraiment eu un sentiment d'urgence d'être ensemble, puis de se dire les vraies choses, puis... de se dire qu'on s'aimait, puis qu'on était bien, puis
c'est ça qui va rester. C'est les bons moments qu'on a fait depuis ma décision. C'est peut-être ça l'ultime liberté. Transformer une fin subie en un dernier moment de partage. Et vous, quel est votre avis sur ce sujet si particulier ? Dites-le moi en commentaire, j'ai vraiment hâte de vous lire, mais restez dans le respect s'il vous plaît. C'était un sujet singulier à traiter, mais je le trouve vraiment intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez appris des choses. Pour nous soutenir, n'oubliez pas le petit pouce en l'air et un petit abonnement pour ceux qui ne l'ont pas fait. Ça fait toujours plaisir. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve à très vite pour une nouvelle réflexion. Prenez soin de vous. Bye.